amont complètement. Et on s'en rend pas compte. Les petites choses de la vie, les plus simples petites choses de la vie, font que, eh bien, ça éclate pour un oui, pour un non. Mais il faut une accumulation quand même. Une accumulation, mais il n'y a que l'amour véritable dans un couple, quel qu'il soit, hein, pour atténuer, diminuer ou ne pas parler de ces petites choses-là. Donc, c'est cela, quelque part. Oui, absolument. Et le fait de parler, je pense aussi. Peut-être aussi dans un couple, c'est la question que je me suis posée en écrivant ce livre, il est nécessaire à un moment qu'il y ait une, comment dire, une espèce de crash, hein, parce qu'un couple qui explose, c'est quand même comme un bolide qui se crache. Donc. Et il est peut-être nécessaire parfois qu'il y ait des gros problèmes pour que le couple puisse se remettre à plat et remettre les choses dans le bon ordre en sachant l'un et l'autre que c'est la bonne personne. Ce que je pense aussi, enfin bon, je me trompais, mais à force de parler quand même avec beaucoup de gens, parce que j'ai interrogé beaucoup de gens, je pense également que si on peut répondre à cette question par oui, c'est quand même un endroit et que c'est la bonne personne, si on dit est-ce que je fais la bonne place, sans que je pose la question tous, hein, si on se répond oui, je fais la bonne place, c'est-à-dire que le trouble qui peut surgir, on va le mettre de côté, et puis voilà quoi. Si on se dit, je ne sais pas si je suis à la bonne place, là c'est un souci. Et puis dans ce livre-là, on voit aussi que la narratrice fait le maximum pour reconquérir Léa, ne serait-ce que ses voyages en Antarctique, un peu partout, c'est ce problème de traîneau qui a un petit accident, elle fait tout pour pouvoir revenir à cette sensation d'amour. Et c'est même cruel, je dirais même c'est cruel, parce que Léa lui fait payer en quelque sorte cet incartable, entre guillemets, d'un baiser. Oui. Je veux dire, elle est sans pitié, quoi, quelque part. Et c'est un drame, une souffrance terrible d'être dans la situation de la narratrice, quoi. Oui, mais la narratrice est mise aussi dans cette situation. C'est vrai. Et comme tu disais tout à l'heure, à juste titre, par contre, si je te coupe, tu disais, le coup de foudre qui est arrivé à tout moment, ça aurait pu arriver à Léa. Et c'est pas un coup de foudre, c'est un trouble. Oui. Le trouble, c'est beaucoup plus diffus que le coup de foudre. Le coup de foudre, c'est encore plus dangereux. C'est-à-dire que le coup de foudre, là, on est complètement. Là, je crois qu'on en retrouve assez. Et ça aurait pu arriver là. Ça peut arriver à n'importe qui. Voilà. Et n'importe quand, je crois. Quand on ne s'y attend pas, simplement s'il y a des failles qui se sont creusées. Alors, dans un couple, Brigitte, est-ce qu'on peut dire qu'il y en a un qui aime beaucoup plus que l'autre? Ou oui, à certains moments, peut-être? À certains moments. Oui. Il est évident que j'ai discuté beaucoup avec des amis psy, parce qu'il y a des questions auxquelles je ne savais pas répondre. Et en fait, je me suis rendu compte d'une chose, ils me répondaient tous la même chose, c'est souvent quand on se dit je l'aime moins, ou il m'aime moins, ou elle m'aime moins, c'est pas ça. C'est qu'on est simplement à un moment d'une heure, de 2 heures, d'une semaine, de 15 jours, d'une demi-heure, de 5 minutes, d'une minute, où on est dans un creux de vague. Et en fait, l'amour, c'est pas une ligne droite comme ça, quoi, où on s'aime, et puis voilà, et puis on va aller tout droit vers la routine, etc., etc. Et puis la retraite ensemble, en ayant beaucoup de tendresse qu'on nous raconte. C'est pas comme ça l'amour, enfin c'est ce que disent les psys, c'est que en fait c'est un sentiment qui est extrêmement mouvant, qui fait comme des vagues, plus ou moins fortes, et qu'il y a des moments où on aime terriblement l'autre, on le regarde et on l'aime, et puis il y a des moments où on le regarde et il nous agace. Et c'est absolument normal, et ça, il faut le savoir, et ça on l'enseigne peut-être pas suffisamment aux ados, qui eux croient qu'il faut que ça soit toujours à 100%, alors qu'il est normal que ça fasse des vagues, et que, pour répondre à la question, ça n'est pas forcément égal au même moment. Et c'est ça qui est terrible, c'est qu'on peut vivre avec quelqu'un depuis 1 mois, 1 an, 10 ans, 20 ans, 30 ans et plus même, et ne pas être au même moment d'amour. C'est-à-dire que la personne va vous regarder un moment, puis vous de l'autre côté, vous allez vous dire oh non, je m'énerve en ce moment. Mais le tout, c'est que par moment, il y a encore ces regards, et que ça remonte dans la vague. Et en fait, si c'est le vrai amour, son amour, sa vie, comme c'était quand on était plus jeune, que c'était cette personne-là qu'on a choisie, ça revient toujours à un moment, 1 seconde, 2 secondes, 1 minute, 3 jours, et ça revient à un moment en haut de la vague, au même moment. Et c'est les meilleurs moments. Alors, quand on fait un parallèle entre les couples qui sont ensemble depuis 40 ans, 50 ans, qui se sont mariés... Ils sont magnifiques, magnifiques. D'accord, qui se sont mariés jeunes, à l'âge d'amour.
et qui par habitude sont toujours ensemble. Comment on peut comparer ces couples-là, qui sont depuis de nombreuses années ensemble, c'est plus le même amour, c'est une affection réciproque qu'il peut y avoir, par rapport à des jeunes maintenant qui se marient, qui au bout de quelques années, même pas 3-4 ans, eh bien, ne se supportent plus et divorcent. Il y a vraiment, c'est un gouffre entre ces deux, ce genre de couple. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Brigitte? Je sais pas, parce que c'est très compliqué. Les gens qui sont plus jeunes, effectivement, les gens qui ont 20 ans, 25 ans aujourd'hui, c'est vrai qu'ils se séparent à toute vitesse et qu'ils retombent amoureux dans les... Mais est-ce qu'on n'était pas un peu pareil quand on avait 15, 16, 17, 18 ans? Simplement, peut-être que nous, on passait pas à l'acte aussi rapidement qu'ils le font eux. On était plus lents. Donc je pense que c'est ça l'explication. Mais finalement, on nous remettrait, nous, les mêmes personnes, dans cette époque-là. Je pense que ça serait la même chose. On ne sait pas comment ça va se passer dans 10 ans, dans 20 ans. Et si on dit que, par exemple, il y a une recrudescence de la virginité chez les jeunes femmes, aujourd'hui, de 20 ans, qui veulent garder leur virginité pour la bonne personne. Donc, est-ce qu'on ne va pas revenir à ça? C'est un peu comme l'amour, hein, l'histoire des sentiments, c'est quelque chose qui est fluctuant et qui monte. Donc ça se nourrit, ça se travaille. L'autre jour, je disais avec une de mes amies qui a marié depuis une trentaine d'années et qui a 2 enfants qui sont grands maintenant. Et je lui disais, mais toi, ton couple, c'est formidable, ça marche bien, etc. Et elle me dit, oui, mais c'est parce qu'on le veut. Et on en a discuté, je lui dis, comment tu peux vouloir? Elle me dit, si, c'est une décision. Ça fait partie de l'amour d'avoir aussi une décision de couple et une volonté d'être un couple. Et je pense qu'elle a raison. Je pense qu'on peut dire aussi, par exemple, qu'on est 3, mais ça on l'a déjà entendu, je le dis dans le livre. Dans un couple, on est 3 en fait. Il y a les 2 personnes et puis il y a le couple qui est tout le temps là, qu'il faut nourrir, qu'il faut aider à évoluer dans un sens comme dans l'autre. Et puis il y a les 2 personnalités qui ont pour mission, elles, d'exister et en tout cas de déployer leurs ailes pour pouvoir nourrir le couple. Parce que si les 2 individualités sont complètement tassées et restent dans une sorte qu'on appelle l'amour-fusion, on est sûr que ça va s'éclater, quoi. Ça, c'est très mauvais. Et chez les jeunes gens, je pense qu'il y a de ça aussi, c'est qu'on est dans... Il y a une telle insécurité ambiante pour les jeunes qui se disent « j'ai pas trouvé de boulot, il va y avoir ceci ». On ne peut pas faire de généralité, hein, c'est juste une idée comme ça, mais je me demande si, au final, avec cette peur, il n'y a pas le désir de fusionner davantage. Et quand on pousse la fusion à bout, c'est forcément l'explosion. Puisqu'il n'y a plus d'individualité. Il n'y a plus que 2 qui font un couple et il n'y a pas les 2 personnes. Moi, je suis ravi que tu me dises que les filles maintenant de 20 ans, bon, elles ont un petit peu cet état d'esprit de 50 ans en arrière. C'est pareil, c'est les observateurs qui disent ça. Maintenant, est-ce que c'est vrai? De garder leur virginité. C'est une tendance, oui, c'est une tendance. Donc, c'est un statut qu'elles retrouveraient avec 50 ans en arrière, quoi. Peut-être, on ne sait pas. Ouais. Il y a que des observateurs, des autres de la sociologie, des psy qui peuvent faire ça. C'est ce que j'entends pour l'instant un petit peu autour de moi. Ouais. Un couple, ce que tu dis tout à l'heure avec juste raison, c'est que c'est une entreprise, une association. C'est une association, c'est voilà. sûr. C'est pour ça qu'en fait, quand ces personnes me disaient qu'il faut le vouloir, oui, je crois que c'est vrai. Bien. On va lire un passage. Charles, tu voudrais lire un passage, s'il te plaît? Je vais déchiffrer, moi. Tu as apporté tes lunettes? Ah oui. Quelqu'un qui est Alors, Charles est un poète aussi. Non, arrête. Montre-moi. C'est pareil. Seulement? Oui. Non, je vais y arriver. Très bien. Tu peux t'asseoir? Parce que j'ai pas les bonnes lunettes. Ah non, je n'ai pas les bonnes lunettes. Ah voilà, sur un calepin, j'ai écrit de pointon. Combien de gens se séparent et n'arrivent pas à se retrouver, alors que cela serait encore possible par orgueil. Simplement par orgueil, un orgueil qui parfois ne mesure que quelques secondes et ne pèse qu'un haussement d'épaule inapproprié. Que de gâchis,
nos égos nous brisent et nous n'en sommes conscients que bien tardivement, quand l'autre point. Mon père disait cela quand l'autre point avec la quarantaine. Les deux hommes. Non, parce que là, je suis dans le... Elles sont jeunes, hein. Elles ont 35 ans, donc forcément, pour elles, 40, c'est âgé. Ah, mais dis, les autres. Oui, les autres, bien d'accord, moi aussi. Alors il faut voir aussi dans ce livre qu'il y a des passages qui sont quand même rigolos. Lorsqu'ils se rendent en Norvège, parce que bon, il faut des voyages pour essayer D'accord, mais dans Montréal, ouais. de reprendre cette vie. Là, Ils vont dans le froid, ils vont pas dans les îles. Hein. Elles partent dans le Grand Nord, alors c'est sûr pour un couple. Et donc elles partent toutes les deux en Norvège pour de nouveau se rencontrer. Et elles tombent sur cet homme-là, ça m'a fait. J'ai lu ce passage avec cet homme le viking. Il est mignon. Il est très mignon. Et Et qui disait que pour lui, que ce soit les femmes françaises, les Frenchies, les françaises ou les italiennes, les espagnoles, tout ça, et, je veux dire, elles ne pouvaient pas résister, disons, au froid déjà, et puis elles ne pouvaient pas résister à rester avec des hommes vikings. Ils ne comprenaient pas très bien. Mais enfin, moi, j'ai pas entendu ça par un Norvégien, j'ai entendu ça par un Sami. J'étais partie en Laponie, donc c'est pas la Norvège, c'est pas la même vie, c'est pas la même chose, bien qu'il y ait de la neige. Et il m'avait dit ça, effectivement. Je ne comprenais pas pourquoi cet homme était seul, il avait un charisme fou, il était gentil, il était prévenant. Vraiment le type bien, quoi. Et on sentait qu'il avait un cœur en or, vraiment adorable. Et puis je lui pose la question, il me dit, mais il ne reste pas avec nous, on est trop rustres. On a nos maisons qui sont toutes éloignées les unes des autres, les Françaises elles viennent là. Qu'est-ce que vous voulez pour aller boire l'apéritif chez l'autre en plein hiver? C'est pas possible avec nos routes et tout. Elles finissent par nous quitter, c'est pas nous, c'est le pays. Et je pense que c'est vrai, on le voit quand on parle des paysans en France et des grandes fermes, hein, notamment. De l'émission L'amour est dans le pré. Voilà, on voit là on est dans l'amour et dans l'Arctique. Il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup d'échecs. C'est exactement ça, et c'est la même chose dans les pays très très froids. Parce que les maisons au désert d'Alaska, j'aime bien les pays froids, donc je vais très souvent dans les pays froids. C'est pour ça que ça m'arrange qu'aujourd'hui il y a un petit peu de nuages. Et en Alaska, c'est la même chose. Les maisons sont tellement loin les unes des autres. Vous allez voir un ami, mais c'est toute une histoire, quoi. Il faut une voiture, avec des chaînes, il faut partir avec une thermos de café au cas où on est en panne. C'est vraiment toute une histoire, quoi. Donc je pense que les gens jeunes qui vont vers Anchorage en Alaska, par exemple, ou bien en Laponie, ou également vers les capitales, ils arrivent à s'en sortir un petit peu. Et quand ils reviennent pour s'installer vraiment et travailler, notamment dans les villages, c'est pas des villages, c'est pas comme chez nous. C'est pas des villages où on est tous rassemblés. C'est des villages, c'est un peu comme Los Angeles, quoi. Sauf que c'est dans le froid. C'est-à-dire qu'il faut faire des kilomètres avant de... Encore, Los Angeles, les immeubles sont près les uns des autres. Alors, est-ce que c'est une fiction, ce que tu as écrit, ou c'est une réalité? Ah non, c'est une totale fiction. C'est une fiction, mais qui mélange, comment dire, des tas d'histoires que je connais, qui sont... mais comme, je pense que le travail d'un romancier, c'est pas de raconter son histoire ou une histoire... c'est en tout cas de mélanger des choses, d'essayer d'imaginer un peu plus loin et surtout de gratter là où ça fait mal, quoi. Donc d'aller dans des sujets qui ne sont pas convenus et d'essayer de dire quelque chose, quoi, d'avancer. Quand Madame Bovary a été écrite, on peut imaginer ce que ça a donné, hein, le scandale que ça a fait. Quand Lolita, alors je ne compare pas à ça, mais quand Lolita a été écrit, il faut imaginer, parce que c'était Naël Nabokov à l'époque qui racontait l'histoire d'un homme qui avait une cinquantaine ou 45 ans et qui rencontrait une petite jeune fille qui n'était pas majeure, qui était complètement emportée par elle. C'est quand même dingue, quoi, de penser que ça a pu être écrit à ces époques-là. Je trouve ça fabuleux, quoi. Donc oui, pour moi, un romancier, il est bien qu'il gratte. Alors, soit dans l'histoire, hein, ça peut être un romancier qui fait des choses plus historiques, comme Jacques Thibault, ou bien ça peut être des auteurs qui écrivent sur des sujets plus particuliers, tendus, où il y a, comment dire, où il y a des choses à dire.
Par exemple, quand j'ai écrit l'autobiographie d'une tueuse, ma grand-mère avait une amie qui disait toujours je vais être centenaire. Alors je la blaguais l'amie. Et je lui disais toujours mais pourquoi vous voulez être centenaire? Et elle me disait parce que j'ai toujours été ridicule dans le village. Alors, question suivante, pourquoi vous avez été ridicule dans le village? Moi je devais avoir 14-15 ans. Et cette dame s'appelait Madame Cucu. Ce qui est vrai, elle est au cimetière aujourd'hui enterrée au nom de Madame Cucu. C'est U-C-U-L. Ce qui est quand même tragique. Quoi. Tous les membres du village, évidemment, qu'est-ce qu'ils faisaient? Madame Cucu, c'était une dent. Vous imaginez vraiment la caricature. Et cette femme n'a eu qu'une, elle voulait devenir centenaire, elle passait à la télé. C'était son obsession, c'est-à-dire qu'elle avait été tellement malheureuse de ça toute sa vie, elle ne s'est pas mariée, elle n'a pas rencontré l'homme de sa vie, elle n'a pas eu d'enfant, elle a toujours porté ce nom dans un village de l'Est de la France, et elle n'est pas devenue centenaire. Mais elle voulait devenir centenaire, pardon, c'est moi parce que j'ai un lombago, rien n'est dans les normes, et elle n'est pas devenue centenaire, mais donc à partir de là, qu'est-ce que j'ai fait pour vous montrer comment travaille quelqu'un qui crée un livre? J'ai repris l'histoire de cette dame qui voulait devenir centenaire, sauf que là j'ai tout changé en disant simplement pour devenir centenaire, elle va commencer à éliminer ses copines.